Gilles Babinet, vous avez eu plusieurs fois l'occasion de prendre la parole sur les questions de numérique, d'éducation, d'école. Alors dans des déclarations bien sûr qui se veulent parfois médiatiques et avec vocation à être reprises et parfois peut-être en effet déformées, on a pu lire qu'avec le numérique, l'éducation nationale ou l'école allait disparaître. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là? Ouais. Bon, c'est une provocation évidemment, mais d'une façon générale, l'idée c'est de faire prendre conscience que les processus éducatifs évoluent énormément et qu'on ne peut pas continuer à avoir une éducation taylorisée telle qu'elle existait du temps de Jules Ferry et qu'il faut absolument considérer ce qui se fait à l'étranger et qui dans certains cas marche de façon très significative. D'accord, donc vous dites considérer ce qui va se faire à l'étranger, ça voudrait dire que l'étranger a une avance sur ce qu'on fait par rapport à la France? Oui, où la France a du retard. On était quand même un des pays qui avait un bon système éducatif à la moitié des années 90 et aujourd'hui on est entre 22 et 26e dans PISA, ce qui est absolument catastrophique pour un pays qui dépense quand même pas mal d'argent. On est exactement dans la moyenne de l'OCDE, donc on ne peut pas se contenter de ce rang-là et en plus les informations que j'ai montrent que le classement qui va sortir le 1er décembre de l'OCDE, on perdrait un nombre significatif de places. C'est absolument inacceptable. Ça veut dire que c'est 200 000 enfants qui quittent l'école primaire sans savoir ni lire, ni convenablement écrire, ni encore compter. D'accord, donc est-ce que ça implique de refonder plutôt l'école ou est-ce que le numérique peut apparaître comme une solution? Est-ce qu'il faut trouver des moyens pour mieux l'utiliser? Est-ce que c'est un peu des deux? Comment les choses s'articulent? Le paradoxe, c'est que même si j'ai beaucoup œuvré dans le domaine du numérique, je ne considère pas qu'on doit partir du numérique pour trouver une solution. Mais il se trouve que le numérique amène un certain nombre de solutions. La première d'entre elles, et qui n'est pas considérée du tout par ce gouvernement, c'est la mesure de la performance éducative. On doit absolument introduire la data dans le système éducatif parce que l'on se rend compte que les pays qui ont réussi une réforme l'ont fait parce qu'ils ont pu mesurer ce qui se passait de façon précise, mettre en avant les pratiques les plus performantes et les reproduire à l'échelle de la nation. Je prends l'exemple du National Reading Panel aux États-Unis ou encore de la réforme qui a été faite dans les années 90 en Finlande et de ce qui se passe dans l'ensemble des pays scandinaves actuellement qui remontent dans PISA. D'accord, donc vous prenez plutôt finalement une démarche itérative où on a des expérimentations, où on a des tentatives et quand elles fonctionnent, on va pouvoir s'en inspirer, les généraliser. Oui, l'expérience du National Reading Panel est intéressante parce que parfois c'est de toutes petites choses. On a remarqué qu'il n'y avait pas la même performance qu'on demandait aux enfants d'être debout jusqu'à que le professeur rentre dans la classe. C'est idiot, mais le fait qu'on puisse faire savoir ça, et je ne vous dis pas dans quel sens, est intéressant. De même, on s'est rendu compte que de mettre les enfants face à face donnait aussi une différence en termes de performance éducative et ainsi de suite. D'accord, donc là finalement l'outil numérique permet de mesurer d'une certaine manière la performance, mais finalement d'un système tel qu'il est, tel qu'il existe, dans des contextes assez classiques. Est-ce qu'il peut y avoir le numérique qui mesure la performance du numérique lui-même, ou du moins de son implémentation? Alors, le numérique permet une chose intéressante, c'est que permet l'éducation asynchrone. Et on se rend bien compte que certains enfants ont des difficultés à des moments qui sont différents d'autres et que c'est dommage de, je dirais, avoir un tamis qui ne prend que les plus gros éléments d'une certaine manière. C'est exactement le cas de l'éducation, c'est-à-dire que soit vous restez dans le filtre et tout va bien, soit par hasard à un moment où vous n'avez pas grossi plus vite que les autres et vous passez derrière et vous ne reviendrez pas. C'est ça qui est tragique. Donc le numérique a ceci d'intéressant. Je pense qu'il faut réfléchir au protocole éducatif dans ce contexte qu'on peut adapter le processus éducatif et le personnaliser de façon extrêmement significative. Je donne juste un exemple. On s'est rendu compte qu'avec des protocoles numériques, on pouvait supprimer, je dis bien supprimer, les problèmes de dyslexie qui sont de l'ordre de 20% des enfants aujourd'hui. Alors, vous pouvez avoir un problème de dyslexie, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes idiot, que vous êtes incapable de suivre le processus éducatif. Mais si vous avez ça quand vous arrivez en CP ou en CE1, vous n'allez pas apprendre à lire ou à écrire convenablement et vous allez sortir du système. Et vous pouvez être très intelligent, vous allez vous retrouver en dehors du système pour peu que vous n'ayez pas des parents profs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
D'accord. Alors, deux dernières questions. L'une sur des questions très matérielles. On sait qu'il y a régulièrement des plans d'équipement numérique dans l'éducation nationale, un petit peu à tous les niveaux. Est-ce que ça vous semble efficace? On sait aussi que souvent les gens disent bon, on a reçu les ordinateurs, mais ils sont encore dans les cartons dans un coin de l'école. Alors, pour faire une déclaration un peu fracassante, c'est parfaitement inefficace. Je ne connais pas un exemple d'expérimentation, à part peut-être celui de la Finlande, où ça a fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est extrêmement difficile de synchroniser la pratique éducative, l'arrivée des ordinateurs, la mise en place d'une plateforme, etc., etc. Je pense que pour l'instant, il faut surtout faire en sorte que les processus éducatifs puissent se répandre dans la sphère privée. C'est-à-dire que les gens qui accèdent à un iPad puissent accéder à des apps dans un premier temps, que les professeurs en parlent, qu'ils le diffusent, potentiellement que les élèves viennent avec des tablettes à l'école et qu'ils les partagent avec d'autres enfants. Ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, et ça peut sembler étonnant pour la part de quelqu'un qui a beaucoup milité pour le numérique, je pense que c'est tout à fait déplacé d'acheter massivement des tablettes comme le font un certain nombre de conseils généraux en France. D'accord. Et puis, alors, deuxième question, on a parlé beaucoup d'exemples étrangers dans notre dialogue ici. Comment on peut se positionner au niveau européen, j'allais dire, parce que la vision classique, c'est un peu de dire on regarde ce qui se fait qui est bien en Amérique, en Europe du Nord, et puis on pourrait aller aider à développer des choses plus vers les pays du Sud. Peut-être que ça, c'est une vision quand même un petit peu trop marquée et que les échanges sont plus subtils que cela. Le numérique permet une chose, c'est qu'il permet de partager. Il permet de partager gratuitement, facilement. Et je crois que si on arrivait à faire en sorte qu'on ait une plateforme de partage de pratiques pédagogiques, ce serait une grande chose que pourrait faire l'Europe. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, je pense que dans une période qui voit la disparition des diplômes, je suis convaincu que les diplômes vont être tout à fait dépassés dans une échéance brève. Le fait de mettre en place des systèmes de certification à l'échelle de l'Europe pourrait être certainement une grande avancée extrêmement positive pour la mobilité des compétences en Europe. Gilles Babinet, merci pour toutes ces réflexions. Merci.